Bonjour, bienvenue dans votre 12-13 Nord-Pas-de-Calais. Au sommaire ce midi, 70 ans après les honneurs militaires rendus à un soldat australien abattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Son avion avait été découvert à Ardifort l'hiver dernier. Il est inhumé aujourd'hui, en ce moment même, à Cassel. Les surveillants de prison s'invitent dans les locaux de leur hiérarchie. Opération menée ce matin à Lille. Depuis plusieurs semaines, le syndicat Force ouvrière hausse le ton pour dénoncer les conditions de travail des surveillants. Karine Baillet, reine des sables à 36 ans, la Touquetoise, adepte des raids d'aventure et de la course à pied, signe une remarquable 3e place au marathon des sables qui vient de se terminer au Maroc. 6 jours dans le désert, 6 marathons d'affilée. Chapeau madame, bonjour, à tout à l'heure, vous êtes notre invitée. Le choix du 12-13, le journaliste d'investigation Alain Hamon publie Police, l'envers du décor. Ripoux, dérapage, mainmise du politique, petite jalousie, le quotidien des policiers est loin de ce que le commun des mortels pourrait imaginer. Bonjour, Alain Hamon parle de votre livre à la fin du journal. Merci. Merci à vous d'être avec nous. Pour ouvrir ce journal, on part tout de suite à Cassel, où se déroule en ce moment même l'inhumation d'un soldat australien abattu en plein vol en 1942. Les restes de l'avion et les ossements de ce jeune homme mort à 24 ans à 15 000 km de chez lui ont été découverts il n'y a que quelques mois près d'Hazebrouck, à Ardifort. Et les honneurs militaires lui sont enfin rendus. Anissa Héroux, vous êtes sur place. Bonjour. C'est une cérémonie très touchante qui se déroule sous vos yeux en ce moment. Oui, c'est une cérémonie en grande pompe qui a commencé ici il y a quelques minutes. Beaucoup de représentants de l'armée, du gouvernement australien ont fait le déplacement pour l'occasion. Et chose plus exceptionnelle encore, le frère cadet du sergent Smith était là. Il avait 14 ans en 1942. Alors pour vous rappeler un petit peu le contexte, c'est une équipe de télévision anglaise accompagnée d'archéologues qui avait fait la découverte des restes du Spitfire à Ardifort, donc en octobre dernier. Alors après expertise, des ossements ont été retrouvés dans les débris, ce qui a permis de remonter la piste du sergent Smith qui est aujourd'hui inhumé. Il avait été abattu à 24 ans le 9 mai 1942, donc 70 ans après les faits. Il repose désormais avec ses frères d'armes ici à Cassel. Je vous propose d'écouter le capitaine Ken Robinson. Les liens entre l'Australie et la France sont très forts, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle nous avons combattu côte à côte comme des frères. Pour tout le monde, c'est très important d'être ici aujourd'hui. Et pour les familles, ils pensent évidemment qu'il y a un lien très fort entre nos deux pays. Merci Anissa Héroux, vous étiez en direct de Cassel pour l'inhumation de ce soldat australien abattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis 3 semaines, les surveillants de prison, à l'appel du syndicat Force ouvrière, mènent des actions devant les établissements un peu partout dans la région. Cette fois, c'est directement dans les locaux de la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire qu'ils se sont invités pour se faire entendre. Ils réclament notamment des effectifs supplémentaires. Reportage de Thomas Milot et Emmanuel Kinard. Devant la maison d'arrêt de Sequedin, tôt ce matin, on replie les tentes après une nuit de camping pour une quinzaine de surveillants mobilisés pour réclamer des effectifs supplémentaires. La nuit elle a été très courte et il a fait très froid, mais voilà, il faut être solidaire pour obtenir quelque chose et voilà, il faut rien lâcher en fait. Ils sont une quarantaine au total à se retrouver ensuite à la prison de Loos. Tous dépendent de la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire, d'Arras, de Bapaume, mais aussi du Havre ou encore d'Évreux. Ils ont fait le déplacement pour se faire entendre. Plus on sera nombreux, plus on va nous écouter, plus on va nous entendre et plus on va nous voir surtout parce que troisième force publique, malheureusement, on est toujours caché aux yeux du public. On va essayer d'y aller par petits groupes. Donc si vous cachez pas les charges publiques, etc., on risque de se faire repérer parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelques renseignements généraux qui soient dans les parages. Je compte sur vous à l'intérieur des murs pour qu'il n'y ait aucun débordement. Sans prévenir, les manifestants ont investi les locaux de leur direction. Des sifflets, des autocollants placardés sur les murs et quelques revendications. Une action symbolique, sans débordement. Et les copains, tous ensemble! Ouais! C'est un symbole. Ici, c'est la direction interrégionale. C'est notre maison, c'est la maison des surveillants. Et c'est ici qu'on doit être entendu. On réclame des effectifs à hauteur de 550 vacances de poste sur le territoire national et une réelle reconnaissance et revalorisation indemnitaire et statutaire. Les surveillants en colère n'ont pas été reçus par leur direction. Leur objectif, disent-ils, est d'être entendus bien au-delà, jusqu'au cabinet de leur ministre de tutelle, le garde des Sceaux. Des effectifs!
Une marche blanche cet après-midi à Wimereux pour Johanna et Gérald. Le couple était établi à Madagascar. La jeune femme a été assassinée. Son compagnon reste introuvable depuis une semaine. 3 suspects viennent d'être interpellés. On fait le point avec Thomas Milou. 2 des 3 suspects ont déjà été incarcérés pour meurtre et vivent dans un village très proche des lieux du crime. Les 3 hommes doivent maintenant être interrogés. C'est sur la plage de la Batterie que le corps de Johanna Delahaye, 31 ans, a été retrouvé gisant dimanche. Il portait de nombreuses traces de coups. Gérald Fontaine, son compagnon, reste lui introuvable. En France, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris pour disparition inquiétante. Gérald est le dernier témoin à avoir été vu alors qu'il se dirigeait vers la plage avec son quad. Véhicule découvert plus tard, caché dans un buisson à proximité. Le nordiste, ancien patron de ce bar à Wimereux, avait ouvert un restaurant à Tuléar avec Johanna il y a un peu plus d'1 an. Leurs proches parlent d'un couple très amoureux. La jeune femme était enceinte. La garde à vue des 3 suspects peut durer 48 heures. Le corps de Johanna doit être rapatrié ce jeudi pour autopsie. Une marche blanche en leur hommage est prévue à 15 heures à Wimereux. Une image de handball tournée hier soir à Dunkerque par Vincent Biel. Victoire de l'USDK qui recevait Nîmes pour la 21e journée du championnat de D1. Score final 26-23 pour Dunkerque en bleu. Ils confortent leur 4e place. Prochaine échéance dimanche à Magdebourg en Allemagne. Demi-finale de la Coupe d'Europe EHF. Sport toujours, une Touquetoise s'illustre au 27e marathon des sables. Karine Baillet arrive 3e chez les femmes, 31e au général, hommes-femmes confondus. Le tout sur 580 participants, parmi les meilleurs du monde. Le marathon s'est terminé dimanche. 6 jours de douleur dans le désert marocain. Bonjour Karine Baillet, bravo pour cette performance. Disons tout de suite ce que c'est que ce marathon. C'est une course mythique? Voilà, c'est une course mythique dans la course à pied. Bon, moi je viens du Raid Multisport, donc c'était la découverte du trail et que de la course à pied, parce que j'aime bien d'habitude troquer les baskets contre le vélo, le kayak, etc. Mais c'est vraiment une course mythique où on a des gens du monde entier qui participent, des Chinois. J'ai beaucoup rivalisé avec une Anglaise, une Américaine. Il y a des Kenyans, il y a des grands spécialistes. Vous en êtes fiers de cette victoire en particulier? Vous avez gagné beaucoup de courses. Oui, c'est vrai que ça fait presque 20 ans que je fais des courses à travers le monde. Celle-ci, ce sera certainement une des dernières parce que j'ai envie d'un peu plus de douceur, de moins me faire mal. Là, c'est vrai que sur un marathon comme celui-là, on passe des grands moments d'émotion où on est fier à l'arrivée d'une étape d'avoir fini. C'est énorme, il y a une étape de 80 km. Voilà, il y en avait une de 80 km, donc on est vraiment dans la joie de finir, des fois dans les pleurs parce qu'on souffre aussi. On a eu des températures avoisinant les 50 degrés, on a eu de la grêle, on a eu du sable, physiquement c'était difficile. Je voudrais qu'on revoie les images, vous courez avec de ravissants chaussons orange. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous portez ce genre de chaussures. Regardons les images à nouveau s'il vous plaît, de Karine Baillet. Alors pourquoi ces chaussons orange s'il vous plaît? Alors en fait ce sont des baskets qui sont à l'intérieur, parce qu'on court avec les baskets, mais ce sont des guêtres qui nous permettent de ne pas prendre de sable à l'intérieur des chaussures. Savoir que quand on fait presque 270 km, les pieds souffrent. Il y avait beaucoup de médecins et que ce soit les vainqueurs et ceux qui terminaient, tout le monde a souffert des pieds. Donc ça nous permet de prendre moins de sable et d'épargner un petit peu nos pieds. Alors maintenant, est-ce que vous disiez que c'était peut-être un des derniers? Voilà les chaussons oranges. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Karine Baillet? Moi, j'organise des événements, donc le Touquet Raid Pas-de-Calais qui a lieu il y a 15 jours. Je fais beaucoup de conférences et de formations en entreprise. J'organise des mini-raids également pour les entreprises. Et là, j'ai participé à la course avec une GoPro et ça m'a vraiment... Une petite caméra qu'on fixe sur la tête ou... Voilà, et ça m'a vraiment plu de pouvoir partager tout ce qu'on vit à l'intérieur d'une course. Donc aventure à suivre dans les médias? Oui, j'ai vraiment envie de pouvoir filmer de l'intérieur tout ce que j'ai vécu depuis pas mal d'années. Merci Karine Baillet d'avoir été avec nous ce midi et bravo encore. Merci. Un candidat du Front National aux législatives dans la 2e circonscription du Nord a-t-il dérapé sur sa page Facebook? Il renvoyait à un site vantant pêle-mêle le 3e Reich, Anders Breivik et l'eugénisme. Florian Philippot, le directeur de campagne de Marine Le Pen, condamne fermement ce genre de propos. Les détails sur notre site internet nordpasdecalais.france3.fr.
3 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, suite de notre carnet de campagne. Hier, nous étions avec les ex-Cifrance. Aujourd'hui, nous avons tâté le terrain dans une ville marquée par les difficultés sociales. Plusieurs fermetures d'entreprises l'an dernier. Comment Abrué-la-Buissière appréhende-t-on ce scrutin? Réponse, reportage avec Christelle Sabarotz et Jean-Marc Vasco. Comme tous les mois, Véronique Gérard est ponctuelle au rendez-vous de sa référente au PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi de Bruay-la-Buissière. Bonjour Madame Dupriez, comment allez-vous? Au chômage depuis 1 an et demi, elle cherche sans cesse un nouvel emploi de secrétaire, mais sans succès jusqu'ici. Les dossiers sont envoyés, mais bon, c'est le patron qui ne répond pas à la demande maintenant. Véronique est passée par la colère et l'abattement. Aujourd'hui, elle a retrouvé l'énergie d'affronter ce combat du chômage, mais s'inquiète beaucoup. J'ai peur pour moi, j'ai vraiment très peur pour moi de rien trouver, de rien retrouver. Et j'ai peur aussi pour mes fils. Il y a la nouvelle génération qui arrive. J'ai mon fils qui a dû quitter ses études pour... j'ai plus les moyens de financer, donc il a dû quitter ses études. Il était en 3e année. Il n'y a que des CDD en usine. À Bruay-la-Buissière, le taux de chômage flirte avec les 20%. La ville a eu du mal à solder son passé minier et a misé sur l'industrie, l'automobile et la plasturgie. Des choix qui ont peut-être fragilisé l'emploi. On a remplacé une mono-industrie par quelque chose d'identique. Moi, on rappelle, on allait faire la Silicon Valley du Brésil au niveau plastique, donc c'est une erreur. Aujourd'hui, les élus locaux tentent de créer des filières d'excellence, des pôles de recherche et de développement, mais encore récemment, des entreprises comme celle-ci ont fermé leurs portes, mettant des dizaines de personnes au chômage. Quand on voit la facilité de quelques dirigeants à fermer une entreprise, à supprimer des dizaines d'emplois, par rapport à l'effort quotidien, insistant, déterminé qu'il faut dans une collectivité pour créer les conditions d'en accueillir quelques-uns, c'est un peu frustrant, c'est un peu contrariant. Les candidats à l'élection présidentielle ont quasiment tous fait de l'emploi leur priorité. Véronique Gérard veut croire à cet engagement. Un bon courage à vous. Il y a encore 6 mois de ça, je ne voulais pas voter. Parce que j'étais en colère. Mais c'est vrai que là, j'ai repris confiance et puis c'est bon, j'irai voter dimanche, il n'y a pas de souci. C'est maintenant l'heure du choix du 12-13. Ce midi, un livre qui passionnera ceux qui s'intéressent aux faits divers, aux enquêtes, aux affaires, à la police. Alain Hamon est journaliste, c'est un spécialiste incontesté des faits divers. Aujourd'hui, il possède une agence de presse spécialisée. Il publie aux éditions Jean-Claude Gassevitch, Police, l'envers du décor. Un livre ultra documenté qui fourmille d'anecdotes sur de nombreuses grandes affaires. Bonjour Alain Hamon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Alors, dans votre livre, beaucoup d'affaires. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué? Oui, il y en a une qui m'a particulièrement marqué et que j'ai raccroché à l'affaire des ripoux de Lyon, qui s'intitule comme ça, l'histoire du commissaire Néret. Elle m'a beaucoup marqué parce que moi je la raconte à travers le prisme de quelque chose qui est arrivé à un ami policier à qui on a essayé de faire porter un chapeau beaucoup trop large pour lui. Et donc c'est comme ça en fait que je débute le chapitre sur les ripoux et que je vois l'affaire Néret malgré toutes les questions qui se posent encore. Donc celle-ci m'a marqué. Bon, parce qu'à l'époque, parce que ça fait 30 ans, peut-être plus, que vous faites du fait divers. 43. 43 ans. Aïe, aïe, aïe. Vous l'avez connu à l'époque, Néret, c'est ça que vous dites? Oui, je l'ai connu au tout début, quand il était patron de la brigade d'anti-gang de Lyon. Et alors, dans cette affaire dont vous parlez, il s'est révélé d'une façon bizarre, c'est-à-dire qu'il a monté un travail, comme on dit chez les policiers ou chez les voyous, c'est-à-dire qu'il a monté une affaire pour aider un de ses collaborateurs à faire porter le chapeau à mon ami policier. Et ça, c'était il y a combien de temps? En 87. Donc il y a très longtemps. Et ce sont des méthodes de voyous. Il n'avait pas été très clair à l'époque. Bah non, voilà. Alors est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, vous avez vu à la... Moi je dis que dès le début de sa carrière, quand on entreprend des choses comme des voyous, il n'est peut-être pas étonnant qu'il arrive la même chose 30 ans plus tard. Bon alors voilà, vous êtes une mémoire vivante, vous êtes très très bien informé. À Lille, l'affaire Carlton, vous en parlez dans le livre, qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Ah bah, elle m'inspire que c'est la révélation, enfin moi personnellement j'en suis persuadé, que c'était la chose, le piège que l'on préparait à Dominique Strauss-Kahn. Alors, je suis pas là pour faire l'argent électoral de Dominique Strauss-Kahn, enfin, je m'en fiche, hein. Mais c'était le piège dont on parlait à Paris, qui devait lui tomber sur la tête au moment des élections. Maintenant, il serait actuellement le candidat du Parti Socialiste à la présidentielle, et là, il lui tomberait cette histoire du Carlton sur la tête. Parce qu'il y avait une bonne enquête qui était oui, il y avait toute l'enquête qui a été révélée maintenant parce qu'il a fait l'imbécile à New York, donc il leur a coupé l'herbe sous le pied. Mais il y avait une enquête, et puis Cochefer, l'attaché de presse, dit-on, du Carlton, connaissait très bien Frédéric Vaux, l'un des patrons du service de renseignement français, du nouveau service de renseignement français, la DCRI. Alors lui dément. Frédéric Vaux dément que Cochefer lui ait donné des informations. Oui, il faut donner quand même la parole à tout le monde. Hein. Oui. Puis alors moi j'ai un informateur de choix que beaucoup de Lillois connaissent, c'est Lucien Aimé Blanc, qui est l'ancien patron de la PJ de Lille, dit Lulu. Il est retraité, il est ici, et il connaît très bien Frédéric Vaux, il connaît très bien Cochefer. Vous allez avoir des procès en diffamation? Bah non, c'est pas de la diffamation. J'ai un témoin qui dit que c'est impossible pour lui. Vous en avez eu pour le précédent de... Ouais, pour Paix comme police en 1983, on a eu 12 procès avec mon co-auteur et on en a gagné 9. Bon, ça va. Voilà. Dernière question à vous lire. On perçoit une vraie complicité entre vous et les policiers. Ça dépend lesquels. Vous êtes du genre journaliste fait diversier qui prend un petit verre avec les policiers ou pas? Oui, d'ailleurs, mon tour de taille le prouve. Oui, je prends des petits verres avec des policiers, mais avec des policiers de base et avec ceux qui franchissent le pas de la relation professionnelle et qui deviennent des copains. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup, et c'est eux qui vous ont demandé d'écrire le livre? Eh bien, écoutez, ça faisait 4 ans que je me tâtais. J'y vais pas. Et il y a plein de policiers qui m'ont dit, allez, vas-y, le cirque est toujours le même, il n'y a que les noms à changer. Eh bien, tout est dans ce livre. Police, l'envers du décor, aux éditions Jean-Claude Gassevitch. Merci beaucoup, Alain Hamon, d'avoir été avec nous ce midi, à lire quelques informations croustillantes. Merci beaucoup. Avant de se quitter, quelques mots de notre ami Simon pour 13h avec vous. Oui, et tout à l'heure, nous suivrons toutes les étapes d'une séance de relooking. Le relooking ou l'art de révéler sa personnalité avec sa tenue vestimentaire. Nous suivrons notre reporter Virginie Demange qui s'est prêtée au jeu avec une styliste lilloise. C'est tout à l'heure dans 13h avec vous. Merci Simon, merci à vous tous de votre attention. On vous souhaite une très bonne après-midi. Ce soir, vous retrouvez comme d'habitude Vincent Dupire à 19h. À demain. L'actu ne s'arrête pas à la fin du journal. Pour rester toujours en contact avec les infos régionales, pour en savoir plus avec les bonus, retrouvez votre édition sur France3.fr.